Bonjour à tous et merci de votre présence à cet deuxième atelier de l'après-midi qui porte sur des regards croisés et plus spécifiquement sur le sujet du grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale. Donc la thématique que nous allons aborder porte sur les expérimentations et les financements dans la mental tech, et je remercie nos intervenants, notamment le professeur Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie au sein du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, sous son nouveau nom, ainsi que le professeur Ludovic Saint-Malin, professeur de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand, qui copilote la mission du grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale avec moi. Et merci également à M. Daniel Seftel, excusez-moi, CEO de la start-up Semeya, et qui vous développera une des applications qu'ils ont développées en rapport avec la santé mentale, à savoir MentalWise. Et enfin, Madame Oriane Dian, coordinatrice du tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique en santé mentale, plus spécifiquement lauréat de la première vague. Pour quelques éléments de contexte, je vais juste rappeler les objectifs du grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale, qui s'inscrit dans le cadre du plan dispositifs médicaux de France 2030. Et ce grand défi vise à faire émerger et à assurer un cadre propice à l'accès au marché des technologies de santé et des dispositifs médicaux numériques qui permettent d'assurer la prévention, le repérage, la prise en charge des patients atteints de troubles psychiques, avec différents domaines exploratoires qui ont été ciblés par la note de cadrage que tu avais développée, Franck. Et je te cède donc la parole pour parler un petit peu plus justement du contexte de ce cadrage du grand défi et des enjeux du numérique en santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, merci Lynn pour cette introduction. Ravi d'être parmi vous pour effectivement raconter l'histoire de l'engagement de la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie dans cet enjeu important qu'est le numérique en santé mentale. Alors, effectivement, c'est un engagement qui est maintenant assez ancien, et c'est ça que je vais retracer ce matin cet après-midi, pour vous donner un petit peu ces éléments de contexte. Donc moi, au ministère de la Santé, je suis en charge du suivi de la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui a été lancée en 2018 par Agnès Buzyn. Cette feuille de route a ensuite été enrichie par une trentaine de mesures au moment des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont été conclues par le président de la République, et c'est maintenant une feuille de route d'une cinquantaine d'actions qui continue à se déployer. Eh bien, quand on prend finalement cette cinquantaine d'actions, il y en a une très grande majorité qui convoque le numérique dans le champ de la santé mentale. Et c'est aujourd'hui, et c'est le premier message que je souhaitais délivrer, le développement du numérique en santé mentale, c'est aujourd'hui un enjeu stratégique extrêmement important, y compris dans le déploiement de ce plan de réforme contenu dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie. On pourrait penser que c'est un domaine qui est en retard, et pourtant il y a d'ores et déjà des initiatives dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie qui sont tout à fait remarquables, dans le champ de développement d'outils de prévention, notamment de prévention du suicide, dans le développement de la télémédecine. La télémédecine est d'ailleurs un bon exemple de cette mutation que connaît le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. On a longtemps dit que la télépsychiatrie n'avait aucun avenir, et on a découvert au moment de la crise Covid qu'au contraire cette approche la télémédecine en psychiatrie a rendu d'immenses services pendant la crise Covid. Des outils d'aide au diagnostic, d'aide au suivi, d'amélioration de l'adhésion des patients au traitement se sont également développés. Un champ qui se développe également de manière très importante, c'est les thérapies digitales, Serious Game, psychothérapie sur support numérique, les outils de soutien social et d'inclusion et de maintien du suivi du parcours se développent également. Donc quelques illustrations pour dire qu'il y a d'ores et déjà des frémissements tout à fait intéressants dans le champ de la santé mentale et psychiatrie. Alors, toutefois, il faut quand même reconnaître que c'est peut-être pas le domaine de la médecine dans lequel les outils digitaux sont le plus développés, et c'est pourtant un enjeu extrêmement important dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Enjeu extrêmement important
pas seulement au titre de l'innovation, mais c'est un enjeu de transformation, et on est convaincu à la délégation que le développement des outils numériques va contribuer à accélérer la reformulation de l'offre et l'innovation dans ce domaine-là. Donc c'est aussi un enjeu de transformation de l'offre, à la fois dans le champ de la prévention, de l'offre de soins, mais également de l'inclusion sociale. Compte tenu des difficultés propres du champ de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est donc bien un enjeu de transformation. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, à la délégation, a été identifié un enjeu tout à fait spécifique dans ce domaine-là. Et on aurait pu penser que le champ de la santé mentale et de la psychiatrie allait être embarqué par la vague du numérique en santé en général. Et on a, nous, plutôt plaidé pour la mise au point d'une démarche spécifique dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. On l'a plaidé au moment du Ségur de la santé. Et il y a effectivement, ça a été un moment où il a été reconnu qu'il y avait dans ce domaine-là des enjeux extrêmement importants. Et on a appuyé finalement les mesures qui ont été retenues au Ségur pour le développement du numérique en santé. Et puis c'est aussi dans ce cadre-là que a pu être arbitrée favorablement la mise au point d'un grand défi en santé mentale numérique, et ça a été finalement le principe de ce grand défi a été validé par le ministre de l'époque, et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis au point l'attelage qui allait piloter ce grand défi. Donc ça a d'abord historiquement et récemment conduit à la nomination du docteur Lynn Farah au poste de directrice du grand défi. Et elle sera appuyée pour un avis expert, d'une part par le professeur Ludovic Samalin qui l'a rejoint pour son expertise dans le domaine du numérique en santé mentale, et appuyée également par un comité scientifique qui est maintenant constitué et qui est présidé par le professeur Helmut Schwann. Donc vous voyez, l'équipe projet est maintenant en place, et le paquebot va pouvoir appareiller. Alors les prochaines étapes, c'est d'abord la réalisation d'un SWOT. Il y a effectivement un peu d'inspiration à trouver à l'étranger, prendre en compte les caractéristiques des politiques de prévention, de soins et d'inclusion sociale ici en France, pour que la mise au point de ce grand défi réponde à des besoins non satisfaits dans notre contexte français. Suivront la mise au point d'un plan d'action, donc ça c'est probablement pour le premier trimestre 2024, et puis enfin tout un travail de mobilisation de l'écosystème, les professionnels, les usagers, les familles, les startups, le monde industriel, et pour cela également la mise au point d'actions de communication dans ce domaine-là. Une étape importante, ça va être d'articuler cet instrument financier dédié au développement du numérique en santé mentale avec d'autres instruments qui existent dans le paysage. Je pense en particulier à des programmes d'investissement dans le domaine de la recherche qui sont tout à fait importants et qui peuvent contribuer à cette marche en avant pour le numérique en santé mentale. Je pense au PEPR ProPsy, je pense au PEPR du numérique en santé mentale et aux autres instruments de soutien à la recherche, comme par exemple le PHRC. La labellisation de tiers-lieux pour l'expérimentation d'outils numériques en santé mentale est aussi un contexte qui va être très favorable à ces développements. Et je pense que de toute façon, dans la table ronde d'aujourd'hui, on va être amené à reparler des perspectives ouvertes par ce grand défi du numérique en santé mentale. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup Franck. Alors, je sais pas si a priori, j'ai l'impression que les micros ne fonctionnent pas, donc je vais revenir sur les... Oui.
Donc merci beaucoup Franck pour cette remise en contexte et ce rappel du périmètre dans lequel se situe ce grand défi et ses articulations avec les différents dispositifs existants. Tu as rappelé également l'importance de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour structurer une réponse aux besoins qui nous remontent du terrain dans le cadre des auditions qui sont en cours et que nous faisons avec Ludovic sur ces problématiques spécifiques aux dispositifs médico-numériques en santé mentale. Je vais maintenant céder la parole pour ce regard croisé au professeur Ludovic Samalin pour nous parler de certaines innovations en termes de dispositifs médico-numériques. Quand on parle de dispositifs médico-numériques en santé mentale, de quoi est-ce qu'on parle? Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci évidemment. Alors, je voudrais quand même prendre 2 minutes pour remercier la délégation ministérielle en santé mentale et en psychiatrie, et notamment le professeur Franck Bédivier. Et également, je voudrais remercier toute l'équipe de la DNS, notamment Émeric Perchamp, David Zenati et Lynn Farah pour leur accueil. Je suis un tout jeune nommé arrivé en novembre au sein de l'équipe, et je dois dire que l'accueil a été parfait. Et c'est très agréable de travailler du coup dans ces conditions-là pour cette aventure que représente le grand défi. Du coup, je voulais, à travers cette présentation, vous présenter une sorte de déclinaison de dispositifs médicaux numériques qui existent en ce moment en France, on va dire, qui sont en cours de développement, et quelques exemples également qu'on peut être amené à retrouver à l'étranger. Alors, je ne pouvais pas vous en présenter 50, il a fallu que je fasse des choix, mais c'était pour vous donner une idée de ce qui pouvait arriver rapidement dans le cadre de ce grand défi en termes de dispositifs médicaux numériques. C'est un enjeu pour nous. On a quelques spécificités en psychiatrie auxquelles peut répondre le numérique. Je vais vous citer quelques exemples. La psychiatrie est une science basée sur l'observation. Et tous nos ancêtres et illustres psychiatres se sont basés sur des observations pour arriver à décrire toutes ces pathologies psychiatriques que vous connaissez, troubles dépressifs, aujourd'hui troubles bipolaires, anciennement psychose maniaco-dépressive ou encore schizophrénie, etc. Et c'est vrai que l'utilisation du numérique peut nous permettre d'avoir des mesures beaucoup plus objectives d'un comportement donné, et du coup améliorer l'évaluation, passer d'une évaluation qui était basée sur les faits rapportés par les patients et des éléments observés par le clinicien, par des mesures beaucoup plus objectives, donc du subjectif à l'objectif. Un deuxième point, c'est qu'à l'heure actuelle, les chiffres concernant la population générale pouvant être à un moment donné amenés à vivre un épisode ou souffrir à un moment donné d'un trouble psychiatrique va représenter un Français sur 6. Donc on va être face à un enjeu important en termes de réponse, à la fois sur des aspects d'évaluation, de dépistage, de prévention, mais également de traitement. Et également, on va devoir faire face à une problématique que vous connaissez bien, qui est la problématique de l'accessibilité aux soins. Et ces aspects-là peuvent répondre, en tout cas, au développement du numérique en santé mentale et en psychiatrie. Alors, je voulais vous faire une déclinaison à travers notamment quelques domaines d'application. J'en ai retenu 4, mais évidemment, on peut élargir le sujet. Et puis, je vais me centrer sur les patients, mais on a aussi des objectifs dans ce grand défi qui vont concerner les aidants, les professionnels de santé, au sens large. Un premier domaine qui est l'information, c'était simplement peut-être pour souligner, ça va être probablement difficile de considérer des domaines d'applicatifs qui vont concerner un DMN en particulier sur la question de l'information, mais néanmoins, c'est un sujet important puisque dès qu'on est confronté à un souci de santé, notre premier réflexe, c'est quand même d'aller par soi-même chercher une information sur le net. Et ces informations, on l'a vu pendant notamment la période du Covid, même basées sur un comité scientifique, on va dire, peuvent être assez disparates et souvent hétérogènes. Et donc, il y a probablement une réflexion à avoir pour améliorer la qualité du contenu qui peut être délivré via des dispositifs médicaux, mais également de manière plus générale via le numérique. Ensuite, les autres domaines, le domaine de l'évaluation au sens large. L'évaluation, ça peut concerner des aspects de prévention, de dépistage, mais aussi des aspects diagnostiques, de suivi, de monitoring. Donc c'est un point extrêmement intéressant. Et puis des domaines qui vont concerner plus des aspects thérapeutiques, donc traitement, mais également gestion de ce traitement. Donc
je vais vous faire une déclinaison assez rapide, hein, mais pour vous, en tout cas, donner quelques idées de ce qui peut déjà exister ou qui est en cours de développement. Alors, dans le domaine de l'évaluation, le numérique a une grande qualité pour nous, c'est qu'il peut potentiellement traduire une série de dimensions cliniques basées sur des éléments d'observation clinique, cognitive, notamment, et par conséquent, je vous ai mis quelques exemples. À partir d'un smartphone, d'un capteur, d'une montre connectée, on peut recueillir des éléments qui vont nous donner des informations sur les interactions sociales. On peut faire une analyse sémantique ou qualitative qui peut nous alerter, par exemple, sur un risque suicidaire. On peut avoir des algorithmes qui permettent de traduire et nous donner des informations sur le sommeil. Et puis, de manière plus spécifique, je vous ai donné un autre exemple, l'utilisation personnalisée de capteurs peut permettre, par exemple, chez quelqu'un qui souffre d'un TOC, d'un trouble obsessionnel compulsif, d'avoir une évaluation extrêmement précise de ces rituels, de ces stéréotypies, de vérification, par exemple, et on va avoir comme ça un comptage et on aura un suivi au cours de la prise en charge qui sera beaucoup plus précis. Et puis on a aussi des données d'auto-quantification, d'auto-évaluation des patients qui peut être remontée via des échelles standardisées, mais de façon écologique via un smartphone ou autre. Et puis un dernier exemple qui sont les données potentiellement du DMP qui peuvent nous permettre de retranscrire en tout cas de faire, à travers une équation assez simple, un différentiel entre les traitements qui ont été récupérés à la pharmacie d'officine et puis les traitements théoriques que le patient était censé prendre. Et donc évidemment, si à un moment donné, il y a plus de traitements théoriques qui étaient censés être pris et moins de boîtes retirées chez le pharmacien, on peut imaginer qu'il y a une problématique d'observance. Donc toutes ces données peuvent permettre une évaluation beaucoup plus objective de toutes ces dimensions. Et évidemment, en termes d'évaluation et de suivi, cela serait déjà une première étape. Une deuxième étape est beaucoup plus spécifique, cette fois-ci, à la question du numérique, c'est la question des signatures digitales, c'est-à-dire d'aller encore plus loin à travers, évidemment, des modèles prédictifs, on en a beaucoup entendu parler, d'essayer de trouver des signatures digitales d'un état donné pour un patient donné. Donc un patient qui serait en rechute dépressive, un patient qui serait en rechute maniaque, un patient sur une décompensation psychotique par exemple. Et donc ça c'est un enjeu, vous voyez, je vous ai cité ici l'exemple de Thomas Insel qui avait proposé donc un outil qui permettait à la fois d'avoir des mesures comportementales, des mesures cognitives via le rajout d'un clavier qui permettait de mesurer quelques éléments sur le temps de réaction, d'attention, de mémorisation, puis également l'analyse de la voix. Tout ça nous permettait finalement d'avoir des éléments phénotypiques du comportement, des cognitions et de l'humeur pour aller plus loin, en tout cas dans l'accompagnement des patients. Alors, en France, c'est un point sur lequel on va essayer de répondre à travers le PEPR PROPSI, une grande cohorte qui va être lancée dans les mois qui viennent, qui va concerner près de 2500 patients, les 500 témoins, et qui va permettre annuellement de proposer à ces patients une évaluation complète, très holistique, avec de la neuroimagerie, de la génétique, des données cliniques, mais également justement un recueil de données via une plateforme digitale. Et pour ça, en parallèle, entre ces évaluations annuelles, le patient bénéficiera d'un accompagnement via son smartphone, via, sur des temps séquentiels, une montre connectée, permettra en tout cas de récupérer des données sommeil, des données d'activité physique, des données comportementales qui nous seront évidemment très utiles. Et donc je salue au passage le professeur Pierre-Philippe ici présent qui m'accompagne en tout cas dans ce work package digital de ce PEPR. Alors, autre exemple, dans la partie évaluation, aujourd'hui vous avez des évaluations cognitives qui sont proposées. Je cite celle de Cambridge, ce qui permet l'évaluation des cognitions. Pourquoi c'est important pour nous? Puisque la grande majorité des patients souffrant d'une pathologie psychiatrique et chronique peuvent souffrir de déficits cognitifs, à bas bruit, mais plus ou moins importants, qui ont un impact sur le fonctionnement. Donc cette évaluation est très importante et nécessite des ressources particulièrement importantes au sein des établissements. Et les patients, bien évidemment, ne peuvent pas toujours payer cette évaluation. Donc aujourd'hui, il y a des outils validés. Vous voyez, la FDA aux États-Unis a validé cet outil chez les patients de plus de 50 ans, dans une indication particulière. On l'utilise dans le champ de la recherche aujourd'hui également. Et ça permet, à travers des tests spécifiques, de pouvoir évaluer en distanciel les patients
avec une supervision, bien sûr, qui peut se faire en distanciel ou en présentiel. Je vous laisse participer, si vous le souhaitez, à ces 2 petits tests qui vous permettront de tester votre mémoire de reconnaissance visuelle à court terme ou encore votre niveau d'attention, si vous avez encore un peu d'attention à cette heure tardive de l'après-midi. Autre exemple, donc je fais un petit peu l'introduction pour Daniel Scheftel qui va suivre juste derrière moi, un outil, donc une solution de télésuivi, MentalWise, qui fait partie là aussi d'un projet Article 51 qui est le projet Passeport BP et qui concernait des patients souffrant de troubles de l'humeur, de troubles bipolaires, qui ont ainsi participé donc, à cet article 51. Je ne dévoile pas trop les chiffres puisqu'il va les présenter, mais plus de 1100 patients au total, répartis sur le territoire et qui ont bénéficié en tout cas d'une évaluation psychiatrique avec un parcours de soins personnalisé qui a pu être mis en œuvre via des infirmiers formés au numérique mais formés aussi aux troubles bipolaires pour les accompagner au mieux. Et cette plateforme était à la fois associée à une application compagnon qui permettait aux patients de s'auto-évaluer, de récupérer quelques données passives et puis récupérer aussi les données du DMP, récupérer aussi les données saisies par le patient, et donc ça permettra aussi d'avoir des données potentiellement prédictives, avec des modèles prédictifs de rechute pour ces patients. Et donc les infirmiers pouvaient ainsi traiter des alertes et accompagner les patients pour essayer de réduire le risque de réhospitalisation. Ici, vous voyez un dosage des psychotropes qui serait sorti de la fourchette attendue, des consultations qui n'auraient pas pu être réalisées avec prise en charge globale, aussi un accompagnement à la santé physique, ou encore une échelle d'évaluation, par exemple ici de la manie, donc le contraire de l'épisode dépressif, qui était au-dessus du seuil attendu, donc, et qui permet comme ça à l'infirmier de solliciter le psychiatre référent, ou en tout cas d'être actif pour accompagner au mieux les patients. Vous aurez donc quelques éléments de réponse sur ce projet. Autre exemple, un projet auquel certains centres français ont pu participer, un projet européen, et ici donc une solution qui a été développée par nos collègues néerlandais, Moodbuster, qui est en fait une forme de numérisation de quelque chose qui fonctionne très bien en psychiatrie, qui est la thérapie cognitivo-comportementale, chez les patients souffrant de dépression, et donc une ITCC, qui permettait de combiner à la fois des séances en face-à-face avec un psychothérapeute formé, mais également des séances effectuées par le patient à son domicile via cette solution digitale qui comportait différents modules, les modules classiques qu'on peut retrouver au cours d'une TCC, avec des exercices, et puis une plateforme qui permettait aux professionnels de suivre à distance les progrès, l'évolution du patient. Il y a eu un travail de recherche, alors vous ne voyez pas très bien, mais c'est fait exprès, juste pour vous montrer qu'il y avait 2 bras dans l'étude, un bras comparateur, prise en charge classique en présentiel, en face-à-face, et puis un bras qui utilisait comme ça, de façon finalement mixte, la solution digitale et le face-à-face. Et on voit qu'à la fin, on arrive à un résultat similaire, donc un intérêt potentiel, non pas pour remplacer le professionnel de santé, mais pour permettre un accompagnement plus important des patients. Vous savez que théoriquement, tous les patients devraient bénéficier d'une approche psychothérapeutique plus structurée, et à l'heure actuelle, elle est souvent réservée en pratique pour les patients les plus en difficulté ou les plus symptomatiques. Autre exemple, l'application Canopé, donc, qui est portée par l'Université de Bordeaux et le professeur Pierre Philippe ici présent, une application qui a été utilisée en population générale à ce jour et qui permet d'accompagner les personnes souffrant de troubles du sommeil. Et l'innovation tout à fait intéressante et qu'apporte la solution numérique, c'est l'utilisation d'un agent conversationnel qui va mettre un peu, j'allais dire, d'humanité à la solution digitale, en s'intéressant d'abord à l'usager avant de se lancer dans les questionnaires. Et donc on s'est rendu compte que ça a amélioré en tout cas le maintien de l'usager à l'utilisation de l'application, parce que c'est aussi une vraie difficulté, c'est le maintien de l'utilisation d'une application au cours du temps, un peu comme avec les traitements médicamenteux, la problématique de l'observance. Et ce travail a montré que la première étape, qui est celle de la constitution de l'agenda du sommeil, permettait déjà, vous voyez, l'amélioration de ces troubles du sommeil, et la deuxième étape, qui est finalement celle d'accompagner sur le plan comportemental les patients sur la question de leur hygiène du sommeil, de leur donner des conseils spécifiques, améliorer là aussi
ces participants. Et donc on voit cette courbe en noir qui représente un score en tout cas de troubles du sommeil, d'insomnie, qui s'améliore avec le temps de façon significative. Dernier exemple sur une approche thérapeutique, on est sorti de l'évaluation, on est passé dans la case traitement, c'est Happy Neuron. Happy Neuron, là aussi, une solution française qui s'est développée il y a déjà plusieurs années, qui vise à faire de la stimulation cognitive, de la remédiation cognitive. C'est quelque chose qui est dans les centres de réhabilitation en psychiatrie très développé, mais qui permet d'être envisagé grâce à cette solution à domicile, et qui comporte un programme comme ça sur plusieurs semaines, avec des différents modules, différentes dimensions cognitives qui pourront être comme ça sélectionnées et permettre d'améliorer les performances cognitives de ces patients. Donc vous voyez, on a identifié une solution pour l'évaluation, une solution pour le traitement de ces difficultés et de ces déficits cognitifs. Et puis je voulais terminer aussi pour vous montrer qu'il y a des questions aussi éthiques. On a évoqué aussi la question de la performance tout à l'heure de ces solutions. Un exemple sur la question de la gestion du traitement aux États-Unis, une molécule qui a été commercialisée, qui est en fait un traitement antipsychotique qui s'associe suite à la prise à la libération d'un signal qui va être relayé sur une application smartphone du patient, mais également du médecin ou de la famille. Et donc, ça a été commercialisé aux États-Unis, ça n'a pas été commercialisé en Europe. Alors, on pouvait s'interroger sur des aspects éthiques, mais principalement, ça a plus été en lien avec des problématiques de performance, puisqu'il pouvait se produire quelquefois une absence de signal et donc une deuxième prise du patient, puisque l'entourage n'avait pas reçu la validation de la prise du traitement. Donc ça pose la question de la performance au-delà même de la question de l'éthique. Voilà, j'en ai terminé avec cette déclinaison et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Ludovic pour ce panorama intéressant qui donne, certes, même s'il n'est pas exhaustif, une vision et des exemples sur ces solutions qui peuvent être utilisées. Et tu l'avais abordé un petit peu pendant ta présentation. On va aller un petit peu plus dans le détail pour focuser justement dans la suite de la présentation un exemple d'expérimentation et de financement avec une solution numérique utilisée dans le projet Passeport BP. Daniel, à vous. Alors, bonjour à tous. Oui, donc je vais vous reparler de cet article 51. Avant, à titre d'introduction, vous dire rapidement ce qu'on fait. Donc chez Semeia, on fait des solutions de télésurveillance, c'est-à-dire de suivi à distance des patients entre deux consultations. Alors on a une très forte activité en santé mentale et j'y reviendrai, mais on a construit une plateforme plus holistique que ça et qui sert à la fois pour suivre des patients qui ont des maladies somatiques comme l'insuffisance rénale chronique, comme le cancer ou comme la polyarthrite rhumatoïde, mais également des troubles psychiatriques comme les troubles bipolaires ou la dépression. Et on a construit une plateforme qui est capable de suivre les pathologies chroniques en général, ce qui a d'ailleurs un intérêt en psychiatrie, puisque le suivi somatique des patients, c'est-à-dire s'occuper non seulement de leur dépression, mais aussi de leur diabète, mais aussi de leur insuffisance cardiaque, a évidemment un intérêt. Et on sait très bien que les malades de maladies psychiatriques meurent ou souffrent, meurent plus souvent d'ailleurs de conséquences somatiques de leur pathologie que de suicide, par exemple. Donc la prise en charge globale de leur pathologie chronique au pluriel a un intérêt, c'est aussi ce qu'on essaye d'apporter. Alors, dans les maladies psychiatriques, comme l'a dit le professeur Samalin, on a démarré dans le cadre de ce qu'on appelle un article 51, et j'y reviendrai, à suivre des patients avec nos outils qui souffrent de troubles bipolaires. Et on a fait ça avec 4 gros établissements membres du réseau de la Fondation fondamentale, Clermont-Ferrand, Le Vinatier à Lyon, Créteil-Henri Mondor à Paris et le CHU de Besançon. Et au travers de ces 4 établissements, on a pu, sur ces quelques années, recruter un peu plus de 1000 patients qui ont été suivis grâce à nos solutions, mais également grâce aux infirmières de pratique avancée dans ces établissements
qui, avec leur statut de case manager, ont suivi ces patients. Et on est maintenant dans la dernière année de cette expérimentation avec un enjeu à la clé qui est celui de l'évaluation, puis du passage éventuellement en droit commun, c'est-à-dire ne plus se limiter à ces 4 établissements et à ces un peu plus de 1000 patients, mais faire en sorte que ce type d'accompagnement puisse profiter à l'ensemble des patients atteints de troubles bipolaires en France. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais Ludovic a déjà un petit peu ouvert le sujet, qu'est-ce qui fait la spécificité des solutions que l'on propose pour suivre les patients atteints de troubles bipolaires? D'abord, c'est une logique de captation automatique de données. C'est-à-dire que quand on veut faire du suivi à distance des patients, la logique veut, enfin on va dire la prise en charge spontanée, c'est qu'on leur donne une appli et puis ils saisissent plein de trucs dedans. Ça peut marcher, mais c'est aussi une fragilité de ce type d'approche, c'est que le patient peut être envahi par sa maladie et ne plus trop avoir envie de remplir des questionnaires à longueur de journée. Il peut au contraire avoir envie d'oublier sa maladie et donc de laisser tomber l'application sur son smartphone. Et quelle que soit finalement la situation, les publications en dehors du champ de la santé mentale et plus globales sur le suivi à distance des patients, la télésurveillance ou ce qu'on appelle en anglais le télémonitoring ou le remote monitoring, montre que au bout de 6 mois de suivi à distance des patients, quand on est dans un pur modèle de remplissage des données par le patient, il ne reste plus grand monde pour remplir ces données et pour avoir la discipline pour le faire. Donc nous, on s'est dit finalement, le premier enjeu pour proposer des outils de télésurveillance qui fonctionnent, qui soient démocratiques et qui ne soient pas réservés qu'aux patients les plus éduqués, les plus motivés et donc les plus stables et donc ceux qui ont le moins besoin de suivi, il faut qu'on soit capable de capter automatiquement les données. Et donc, on est allé chercher les données nécessaires au suivi du patient qui sont ailleurs dans le système de soins et qu'on peut réussir à récupérer sans avoir à les demander aux patients et encore moins en ayant à avoir à les demander aux équipes de soins. Et donc, aujourd'hui, pour le suivi d'un patient bipolaire, on est capable de capter toute la biologie de ville qui a 2 intérêts. Le premier, c'est que ces patients ont des dosages de leurs médicaments à faire pour vérifier qu'ils les prennent bien et à un bon niveau. Et donc, on peut remonter automatiquement ces données-là sans avoir à les demander aux patients et aux médecins. Le deuxième enjeu, c'est que, comme je vous le disais, ils ont souvent des problèmes d'insuffisance rénale, de diabète, etc. Et donc, on a besoin de biologie pour pouvoir suivre aussi ces aspects-là. Et donc, cette biologie-là remonte automatiquement dans nos outils. Le deuxième aspect que l'on fait remonter, et Ludovic l'a évoqué, c'est toutes les données de parcours de soins des patients. Et là, ça a évidemment un énorme intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin, un psychiatre, en particulier hospitalier, il prescrit un plan de soins. Et en fait, entre 2 consultations qui sont malheureusement de plus en plus espacées, il ne sait pas très bien ce qui se passe pour le patient. Il ne sait pas si le patient prend bien ses médicaments, il ne sait pas si le patient va voir éventuellement bien son psychiatre de ville, il ne sait pas si le patient va bien voir son médecin traitant. Et donc, en fait, toutes ces informations-là, en accédant à l'espace numérique de santé, on peut récupérer en fait toutes les données de parcours de soins des patients, les mettre au regard du plan de soins et éventuellement y détecter un certain nombre d'écarts. Voilà. Et dernier élément, là aussi évoqué par Ludovic, on a voulu transformer le smartphone du patient en outil connecté pour pouvoir capter un certain nombre d'informations qui seraient utiles au suivi d'un patient bipolaire. Et notamment, en fait, sans que le patient ait à faire une quelconque action que ce soit, mais évidemment avec son consentement, on capte un certain nombre de données dites passives, notamment des données d'activité physique et quelques données d'activité sociale, qui permettent là aussi de détecter les signes avant-coureurs d'une crise chez un patient bipolaire. Donc à partir de toutes ces données-là, on peut
peut générer un certain nombre d'alertes, donc par exemple des alertes parce que le patient n'est pas allé en pharmacie chercher depuis 2 mois ses traitements. On peut générer des alertes parce que ces données d'activité physique et sociale marquent le fait que par exemple il vit beaucoup plus la nuit que le jour et ça peut signaler un déséquilibre qu'une infirmière pourrait prendre en charge. Voilà. Et par ailleurs, comme en psychiatrie, on n'a pas encore quelque chose qui ressemble à la glycémie des diabétiques, l'application permet aussi de remplir des échelles et de signaler des évolutions dans l'humeur du patient qui peuvent aussi constituer des alertes. Donc ça, on va dire que c'est le fonctionnement classique qu'on a pu tester pendant ces quelques années. Et avec toutes ces données-là, on peut faire intervenir encore une autre dimension qui est celle de la prédiction. Et qui peut permettre en fait, à partir de toutes ces données et des modèles construits par machine learning, apprentissage automatique, qui pourraient permettre demain de faire une prédétection des crises et permettre en fait de les anticiper pour éviter les hospitalisations des patients. Donc concrètement, on est capable avec nos solutions de récupérer les données de parcours de soins, les médicaments dispensés, les examens et consultations réalisés, les résultats de biologie de ville, les échelles d'humeur des patients et avec toutes ces infos-là, on peut générer des alertes et à terme pouvoir proposer une forme de prédiction sur les crises aux équipes de soins. Donc concrètement, quels bénéfices on en attend ? Un suivi continu du plan de soins du patient et de l'activité de la maladie des patients, c'est-à-dire ne plus se retrouver avec des patients qui s'aggravent entre 2 consultations, mais le savoir le plus vite possible, une détection précoce des crises en conséquence, et une forme d'anticipation et de meilleure réactivité des équipes de soins auprès des patients. Je vais assez vite là-dessus, mais on est capable avec toutes ces informations-là de proposer un tableau de bord aux équipes de soins, avec les ressentis déclarés des patients, la biologie de ville et les aspects de consommation de soins, et notamment de dispensation médicamenteuse qui nous permettent de travailler sur l'observance. Les alertes peuvent être générées à partir de toutes ces informations-là, des alertes cliniques, des alertes autour de traitements ou d'écarts au plan de soins et des alertes plus globalement sur les parcours de soins, notamment si une consultation ou un examen n'a pas été réalisé. À partir de toutes ces infos-là et dans le cadre de l'article 51, on a pu tester concrètement sur plus d'1 millier de patients l'utilisation de cet outil pour suivre des patients bipolaires. Donc ça, c'est la dimension, on va dire, d'innovation numérique du projet Article 51, mais ça n'est pas la seule, puisque finalement, un outil numérique, c'est très bien, mais derrière, il faut des équipes de soins pour pouvoir s'en servir. Et on a, dès le départ, fait le pari que l'organisation habituelle de services de psychiatrie n'était pas faite pour correctement faire de la télésurveillance. Et donc, dans le cadre de cet article 51 et dans les 4 établissements avec lesquels on a travaillé, on a été amené à créer une nouvelle fonction permettant une meilleure prise en charge des patients. On a appelé ça les case managers pour copier les anglo-saxons, mais concrètement, ce sont des infirmières avec la formation d'infirmières de pratique avancée, c'est-à-dire qu'elles ont fait des études en plus qui leur permettent de faire des choses en délégation des médecins que les infirmières classiques n'ont pas le droit de faire. Notamment, elles peuvent adapter les traitements, elles peuvent prescrire de nouveaux examens de biologie et elles peuvent faire auprès des patients toute une série d'actions d'éducation et d'intervention qui peuvent permettre de constituer un premier niveau qui évite le recours immédiat aux médecins. Donc concrètement dans l'article 51, on a testé des outils numériques d'un côté, innovation numérique, et le rôle de case manager utilisant ces outils, innovation organisationnelle. Voilà. Et tout ça nous a permis, dans une phase de pilote, de tester ce modèle. Maintenant,
on est dans la dernière année où cet article 51 ayant été accepté par le ministère, il a été financé pendant un peu plus de 4 ans par le ministère de la Santé, qui maintenant va l'évaluer pour savoir si c'était une expérimentation qui vaut le coup d'être généralisée. Et donc ça veut dire que des projets numériques en psychiatrie, on peut les tester en faisant un certain nombre de pilotes, et on peut trouver des mécanismes existants en France qui en permettent le remboursement précoce. Donc le premier mécanisme existant, c'est celui que j'évoquais, donc le mécanisme d'article 51, qui peut permettre de tester des innovations numériques, des innovations organisationnelles, à partir du moment où elles se couplent aussi avec des innovations financières, c'est-à-dire une nouvelle façon de prendre en charge les soins de santé. Et là, en l'occurrence, c'était la création de forfaits qui permettait de financer cette nouvelle activité. On peut également, dans le cadre du numérique, avoir d'autres approches, et c'est celle qu'on va probablement tester maintenant, puisque on a des mécanismes qui permettent la prise en charge anticipée des solutions numériques. Donc c'est un dispositif qui s'appelle l'APECAN. Quand on est au milieu d'une évaluation, ça peut permettre de prendre en charge le suivi des patients et l'utilisation de nouvelles solutions numériques à partir du moment où on sait que l'étude va aller jusqu'au bout et que ça peut se terminer par la prise en charge dans le droit commun de cette innovation numérique. Et donc typiquement aujourd'hui, on est presque au bout du chemin sur les troubles bipolaires, mais on est en train de commencer à s'intéresser à la dépression. On va lancer un essai sur le sujet, et si cet essai est prometteur, on ira demander probablement une prise en charge anticipée pour démarrer le remboursement avant la prise en charge définitive. Quel que soit le canal de prise en charge précoce, à la fin de l'histoire, les solutions numériques se prennent en charge un petit peu comme des dispositifs médicaux ou un petit peu comme des médicaments, c'est-à-dire il faut avoir démontrer un certain nombre de preuves de l'efficacité clinique, ou à minima, si ce n'est pas de preuve de l'efficacité clinique, au moins de preuve de l'efficacité organisationnelle des solutions. Et dans ce cas, on fait comme le médicament ou comme le device, c'est-à-dire qu'on va devant la haute autorité de santé. Si on est une thérapie digitale, on se fait évaluer exactement comme un dispositif médical. Si on est une solution de télésurveillance, on se fait évaluer comme une solution de télésurveillance, mais de toute façon, à la fin, on apporte des preuves cliniques, et si on est mieux que la prise en charge habituelle, on a de bonnes chances d'être remboursé par l'assurance maladie. Donc voilà, c'est un peu le bout de la traversée du désert qui amène d'une idée au remboursement final dans le droit commun. Merci beaucoup Daniel, et donc l'importance de rappeler le besoin d'expérimenter pour générer des preuves cliniques, médico-économiques, d'impact organisationnel, pour pouvoir in fine prétendre à une demande de prise en charge dans le droit commun. Ce qui me permet d'introduire l'intervenance suivante sur les rôles des terrains d'expérimentation pour les dispositifs numériques en santé mentale, avec notamment l'exemple de Digimantali, le tiers-lieu d'expérimentation en santé mentale, et qui fait partie du premier tiers-lieu, en tout cas dans la vague 1, labellisé pour les sujets de santé mentale. Oriane, si tu veux bien intervenir pour nous expliquer un petit peu ce que vous proposez comme accompagnement pour les porteurs de projets. Merci Lynn. Je suis vraiment ravie d'être avec vous cet après-midi pour clôturer ces regards croisés avec la présentation de Digimantali. Donc, Digimantali, c'est un tiers-lieu d'expérimentation en santé mentale qui est coporté par le centre hospitalier Le Vinatier, la Fondation ARHM et la DAPI 69. Et la vocation de Digimantali, c'est vraiment de favoriser l'émergence et le développement d'innovations numériques en santé mentale au plus proche des besoins du terrain, et ce, pour favoriser l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes concernées par un trouble psychique, leurs aidants, mais aussi pour optimiser la pratique des professionnels opérant dans le secteur de la santé mentale. Alors, comme Lynn le soulignait à l'instant, Digimantali, c'est une opération qui est soutenue par l'État dans le cadre du dispositif tiers-lieu d'expérimentation en milieu de santé de France 2030, qui est opéré par la Caisse des dépôts. Digimantali fait donc partie de la première vague de cet appel à projet
et était le premier tiers-lieu d'expérimentation en santé mentale, qui vient d'être rejoint par le tiers-lieu d'expérimentation porté par le GHU Paris, que je tiens à féliciter ici. Et donc Digimentaly vise à accompagner les porteurs de projets qui souhaitent co-concevoir et tester leurs solutions numériques en santé mentale, en plaçant au cœur de la démarche les professionnels, les personnes concernées et leurs aidants. Et les projets que nous accompagnons s'inscrivent dans différents domaines que sont la prévention, le soin, le repérage précoce, le rétablissement, l'inclusion sociale et encore le handicap. Donc, quelques mots sur le consortium Digimentaly. Donc, Digimentaly est né de la collaboration entre des acteurs sanitaires et médico-sociaux de la métropole de Lyon, à savoir d'une part le Vinatier, psychiatrie universitaire Lyon Métropole, qui est le chef de file de ce consortium et qui est également le deuxième établissement public de santé mentale en France et le premier à être doté d'une direction de la recherche clinique et de l'innovation. Et d'autre part, nous avons la Fondation ARHM qui intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap au travers de ses établissements sanitaires et médico-sociaux. Et enfin, la DAPI 69 qui intervient dans les domaines du handicap psychique et ou mental, de l'autisme et du polyhandicap. Et la force de ce consortium, c'est non seulement sa complémentarité qui permet de couvrir l'ensemble du parcours en santé mentale, mais c'est aussi son expertise dans le domaine de l'innovation, puisque chaque membre du consortium est doté d'un Living Lab, qui est en fait un lieu qui est dédié à l'accompagnement de projets innovants. Et ces 3 Living Labs sont incorporés à Digimentaly pour pouvoir accompagner une pluralité de projets numériques. Donc, par exemple, nous avons le Synapse Lab qui accompagne les projets dans le domaine du soin, du repérage précoce et du rétablissement. Le M-Lab Santé Mentale, qui est le Living Lab de la Fondation ARHM, accompagne quant à lui tous les projets dans le domaine de la prévention et de l'inclusion. Et enfin, l'Espace Collab, qui est le Living Lab de la DAPI 69, accompagne tout projet qui participe à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et en fait, Digimentaly, ce n'est pas un lieu propre, physique, c'est bien un tiers-lieu qui existe au travers de ces 3 Living Labs. Et donc, Digimentaly, c'est aussi une offre de service qui est commune à ces 3 établissements, commune à ces 3 Living Labs. Ce sont également des terrains d'expérimentation variés et des méthodologies participatives et innovantes qui vont permettre de co-construire et de tester des solutions numériques innovantes en santé mentale et en mobilisant, c'est vraiment le cœur de notre accompagnement, c'est de mobiliser les utilisateurs finaux dans cette démarche. Et donc dans notre cas, les utilisateurs finaux, ce sont d'une part les professionnels médicaux, paramédicaux, du secteur médico-social, et d'autre part les personnes concernées et leurs aidants. Et le cœur de l'accompagnement Digimentaly porte justement sur ces phases dites de co-conception et d'expérimentation qui vont permettre notamment, d'une part, d'identifier les besoins des personnes concernées et des professionnels opérant dans le secteur de la santé mentale, de prototyper des outils numériques pour qu'ils soient réellement adaptés aux besoins du terrain, également d'évaluer la satisfaction globale des utilisateurs finaux vis-à-vis de ces solutions numériques, donc notamment en termes d'ergonomie, d'accessibilité, d'utilisabilité, et enfin d'améliorer les solutions numériques basées sur les résultats des expérimentations qui auront été menées par Digimentaly. Et Digimentaly, ce n'est pas seulement ces phases de co-conception et d'expérimentation, c'est aussi un accompagnement autour de la recherche de financement, de fournisseurs et de partenaires. C'est également une mise en relation avec notre réseau et plus largement avec l'écosystème d'innovation, notamment l'écosystème lyonnais. Et enfin, c'est l'animation d'une communauté tout au long de l'année, notamment au travers de l'organisation de multiples événements. Alors, en termes de projets, Digimentaly accompagne actuellement 8 projets. Donc 3 sont accompagnés par le Synapse Lab, qui est le Living Lab du Vinatier, 3 au sein du M-Lab Santé Mentale Living Lab de la Fondation ARHM, et enfin 2 qui sont accompagnés par l'Espace Collab Living Lab de la DAPI 69. Et en termes de typologie, on a 2 projets qui sont des projets internes, c'est-à-dire portés par des professionnels de l'un des membres du consortium, donc un projet au Vinatier et un projet à la DAPI 69, et 6 projets sont des projets externes, accompagnés et portés notamment par des startups et des associations. Et en termes de thématiques, les projets portent sur des thématiques qui sont variées. On retrouve notamment plusieurs projets dans les troubles du neurodéveloppement, notamment troubles du spectre de l'autisme et troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
On a aussi des thématiques portant sur le handicap psychique et la santé mentale au sens large. Et ces projets s'inscrivent dans différents domaines, prévention, soins, repérage précoce ou encore inclusion. Et donc maintenant, j'aimerais vous présenter plus en détail, plus spécifiquement, les 2 projets d'expérimentation qui ont reçu un soutien financier de la part du gouvernement dans le cadre du dispositif tiers-lieu d'expérimentation en milieu de santé. Ce sont les projets Request et EmoCare. Donc le premier, le projet Request, c'est un projet qui est porté par le Vinatier. C'est une solution digitale qui vise à systématiser les évaluations cliniques des patients qui ont un trouble psychiatrique. Et en fait, il s'agit d'une banque de questionnaires standardisés sous forme d'auto-questionnaires, donc à remplir par les patients, et d'hétéro-questionnaires à remplir par les professionnels. Et en termes d'objectifs, le projet Request, il vise à aider au diagnostic et à l'évaluation initiale, mais aussi à redonner aux patients le pouvoir d'agir, notamment par les autoquestionnaires, et enfin à faire avancer la recherche en psychiatrie, puisque cela va permettre de produire des données cliniques qui vont être structurées et utilisables pour la recherche en psychiatrie. Et l'accompagnement Digimentaly dans tout ça, il va porter sur l'élaboration et la réalisation des tests utilisateurs, aussi sur l'amélioration de l'outil et le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur les résultats des expérimentations qui auront été menées, et enfin un appui à la relation avec les fournisseurs. Le dernier projet, donc le second qui a reçu un soutien du gouvernement, c'est le projet EmoCare, qui est développé par la start-up EmoFace et qui vise à accompagner les enfants porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme et leurs aidants à l'acceptation et à l'accès aux soins somatiques et aux services des urgences, et ce via des supports numériques de sensibilisation et d'entraînement qui se traduisent notamment par des situations 3D immersives. Et les objectifs, ce sont pour les enfants porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme et leurs aidants de favoriser le recours aux soins somatiques et aux services des urgences et surtout de réduire l'agitation et l'anxiété qui peuvent être associées. Et pour les professionnels, il s'agit d'augmenter leur capacité à comprendre et surtout à prendre en charge les particularités des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Et pour terminer, l'accompagnement Digimentaly va s'articuler autour de la consolidation et de l'animation d'une communauté de parties prenantes, sur le prototypage et la production de contenu audiovisuel pour ce projet, sur les tests utilisateurs et l'amélioration de l'interface numérique qui en découle, et enfin un accompagnement à la communication et à l'essaimage de l'outil. Je vous remercie pour votre attention. Merci Oriane. Et donc nous avons maintenant un panorama un peu plus large qui démontre l'intérêt et l'importance de pouvoir aussi être accompagné dans les expérimentations avec des acteurs qui ont l'expertise sur le sujet. Et donc on est ravis d'avoir également un deuxième tiers-lieu d'expérimentation en santé mentale qui est labellisé dans le cadre de la deuxième vague. Pour conclure cette table ronde, parce que le temps nous presse un petit peu, on peut prendre quelques questions si vous en avez, à peu près 5 minutes pour prendre des questions. Donc voilà, peut-être à main levée, j'en vois déjà une dans la salle. Oui, bonsoir. Merci encore pour cette overview un peu de toutes les solutions dans ce domaine et surtout en fait des challenges. Juste une petite question un peu sur la compétitivité de ces solutions-là, si on veut, au-delà d'un champion national. J'aimerais juste avoir un peu quelle est la perspective, notamment quand il s'agit de start-up qui sont établis avec un prototype nationalement et qui veulent lever des fonds privés, notamment aller aux États-Unis, etc. Quelle est un peu la stratégie et quel est le support en fait sur cet aspect-là? Ce que je peux proposer, c'est peut-être, avec l'exemple de Semeya, en tout cas du positionnement de Semeya, de nous parler un petit peu de la stratégie aussi à l'international, et ensuite je peux rajouter un peu. Alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement à la question, mais en fait, en matière de santé mentale, notre analyse à nous, c'est que l'Europe et les États-Unis, c'est quand même deux mondes un peu à part, notamment parce que quand on fait de la santé numérique, on va collecter de la donnée, on va la transformer, et tout ça se fait dans un cadre européen qui s'appelle le RGPD, dont tout le monde a parlé, et donc on peut faire aux États-Unis
des choses beaucoup plus intrusives que ce qu'on peut faire en Europe. Et donc nous, dès le départ, quand on s'est intéressé à la santé mentale, on a choisi, on va dire, la voie européenne. Et donc, typiquement, quand on s'est dit on va collecter les données passives des smartphones des patients, on a commencé par poser des questions aux associations de patients pour savoir où était la ligne rouge. Et puis ensuite, on est allé poser la question à la CNIL pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire ça correctement. Et puis ensuite, on a mis en œuvre ces recommandations-là. Et typiquement, on a des concurrents américains qui, quand ils font de la captation de données sur les smartphones, vont aller regarder tout ce que le patient écrit sur les réseaux sociaux et faire de l'analyse de texte automatisée pour savoir s'il a des idées noires ou pas. Bon, ça, typiquement, dès le départ, on nous a dit, enfin, les patients nous ont dit, mais ça, on n'en veut pas. Et donc, concrètement, on est en train, avec progressivement, de construire une voie européenne de la santé numérique en santé mentale qui ne va pas du tout ressembler en fait à la voie qui est prise de l'autre côté de l'Atlantique. Donc je ne dis pas que c'est un marché qui est inatteignable, mais probablement que dans notre développement international, on s'intéressera d'abord aux autres pays européens avant de franchir l'Atlantique. Voilà. Du coup, Antoine Redon, pilotage de la stratégie de télésurveillance à la PHP. J'avais une question, en fait, nous, la limite qu'on a pour le déploiement du numérique en santé dans les services de soins de psychiatrie, c'est plutôt le paramédical. On a d'énormes de problématiques de ressources humaines. Est-ce que, pour accompagner ce numérique en santé dans le domaine hospitalier, vous avez un plan sur justement ce recrutement de paramédical et le renforcement des équipes qui nous permettrait derrière d'être plus serein dans le déploiement du numérique en santé qui est pour nous hyper intéressant, notamment avec la solution présentée par Daniel Scheftel. Donc, si je comprends bien la question, est-ce qu'il y a un enjeu de meilleure ergonomie et finalement de l'idée que des applications numériques permettraient de pallier les manques de soignants, c'est bien ça? Alors ça, c'est sûr que non. En fait, on se rend compte que pour la télésurveillance médicale, les solutions de télésurveillance ne viennent pas redonner du temps pour soigner, mais viennent en plus, puisque les patients ne sont plus dans les murs de l'hôpital, ils sont en dehors des murs de l'hôpital. Du coup, ça il y a une charge complémentaire des équipes de soins, notamment sur le paramédical. Et aujourd'hui, la limite pour le déploiement et le suivi de ces cohortes qui sont à domicile, c'est vraiment le temps paramédical. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu ou un renforcement du... Ce qui est anticipé, je vais laisser d'autres répondre, puisque finalement l'article 51 nous enseigne quand même sur les besoins à mobiliser pour rendre cela faisable. Ce qui est anticipé, c'est des besoins de formation très importantes. Donc il y a des actions de formation en général dans le numérique en santé, et plus spécifiquement, on sait que pour accompagner les professionnels du soin et les familles d'ailleurs, dans l'appropriation et l'implémentation de ces nouveaux outils, il va y avoir des actions de formation à conduire. Donc il y a une acculturation qui va être nécessaire. Donc en tout cas, je trouve que l'exemple de l'article 51 sur les case managers qui ont été formés et qui sont pour l'instant portés par des IPA, mais qui pourraient être portés par d'autres catégories professionnelles, oui, il va y avoir je pense une spécialisation qui devrait concerner différents corps professionnels d'ailleurs pour rendre la généralisation possible, en tout cas la diffusion possible. J'espère que je réponds à votre question. Mais peut-être pour compléter, je pense que ce qu'il voulait souligner, c'est que la solution, finalement, au départ, va nécessiter des ressources humaines supplémentaires. On peut faire l'hypothèse à terme que ça sera peut-être le contraire, c'est-à-dire la solution de télésurveillance ou de télésuivi, je préfère le terme de télésuivi, mais bon, oui, c'est le code de la santé, hein, mais bon, va permettre de réduire le risque de réhospitalisation. Donc on sera beaucoup plus dans des prises en charge ambulatoires, on va dire, ou en dehors de l'hôpital, on peut l'espérer. Donc on peut imaginer qu'à terme, on redéploie ces ressources humaines qui existent déjà. Mais ça, on sait comment ça marche. On peut se dire que c'est peu probable malgré tout, même si sur l'hypothèse, on pourrait s'y attendre. Mais au départ, oui, il va falloir l'anticiper. C'est pour ça qu'en général, les solutions de télésurveillance qu'on peut voir dans d'autres domaines prennent en compte un financement de ce type de ressources humaines. Si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, il y a des forfaits qui sont dédiés pour les établissements qui assurent la télésurveillance. Donc
Dans le domaine de la psychiatrie, évidemment, ça sera un point important. Et dans les aspects financiers des parcours de soins de l'article 51, c'est quelque chose qui a été financé en tant que surcoût du parcours de soins. Infirmiers formés, un DU de case management qui a été mis en place spécifiquement dédié au numérique, donc une compétence métier qui a été proposée aussi spécifiquement par rapport à ça, et ça je trouve ça aussi très intéressant en termes d'attractivité pour notre spécialité, puisqu'on a un déficit d'attractivité auprès des professionnels, donc c'est aussi un point je trouve d'intérêt. Merci beaucoup, et donc ce sera le mot de la fin sur ces besoins en termes de ressources et de formation. Une petite conclusion avec Franck Bellivier. Non, en fait, le panorama qui a été présenté aujourd'hui, et vous avez beaucoup insisté, je sais que vous êtes convaincus, mais c'est pour l'audience, vous avez beaucoup insisté dans vos présentations sur le fait que l'amélioration de l'accès pour les professionnels de santé, cette augmentation exponentielle de données mises à la disposition du clinicien va améliorer l'efficacité de son suivi et de sa prise en charge. Mais il y a un autre aspect corollaire qui est tout aussi important, qui est que cette masse de données et cette information tout à fait pertinente pour le suivi par les professionnels de santé me semble tout à fait convaincante, mais ces données, elles sont aussi mises à disposition du patient qui va du coup pouvoir se les approprier, et le corollaire, c'est l'augmentation du pouvoir d'agir des patients, des familles, dans l'automonitoring et dans l'appropriation des choses qu'ils doivent surveiller, et ces warnings ou ces indices de détection, par exemple d'une rechute, ils sont évidemment importants pour les cliniciens, mais on a dès maintenant des exemples assez convaincants de patients qui du coup, de patients et de familles qui du coup s'approprient aussi ces nouveaux outils pour être plus autonomes dans la gestion de leurs troubles. Voilà, je voulais insister sur ce point-là parce que la restauration du pouvoir d'agir, ou en tout cas le soutien du pouvoir d'agir des personnes concernées, est évidemment dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie un enjeu extrêmement important pour leur engagement, et ça va aussi, le corollaire, ça sera une amélioration de l'adhésion aux différents programmes de traitement qu'on leur propose. Voilà, l'espoir. Merci à tous d'avoir participé, et on est bien sûr à votre disposition pour les prochaines étapes du grand défi. Bonne soirée.